Moi, c'est René Ngandou Ngandi. Je suis enseignant au département d'histoire de l'ISP Bukavu depuis 14-15 ans aujourd'hui. Je suis historien de formation, mais j'ai étudié à l'université de Kisangani, pas à l'ISP Bukavu, et je vis à Bukavu depuis 2009. Voilà. Je voulais introduire des articles sur la position de Luabo et les coups d'État de Luabo. Qu'est-ce qu'on peut savoir en résumé des articles? Voilà. Le premier article portant sur la constitution de Luabo peut être résumé en deux choses. D'abord, l'appellation de notre pays, RDC, est venue de cette constitution-là. Et RDC, comme vous pouvez définir en entièreté, République démocratique du Congo, nous ramène dans ce que nous devons nous rappeler chaque jour, que nous sommes dans un pays qui doit promouvoir la démocratie et que la démocratie est considérée ici comme le système politique qui peut le mieux, n'est-ce pas, promouvoir les fondamentaux d'un citoyen. La deuxième chose, c'est cette constitution qui a alors voulu faire exprimer la volonté du peuple congolais. Déjà en cherchant à corriger les erreurs qui se trouvaient dans la constitution précédente que nous avons appelée la loi fondamentale, qui était une constitution conçue par le député belge, promulguée même par le roi Baudouin Ier le 19 mai 1960. Vous comprenez que la constitution de Luabo est la toute première constitution que nous-mêmes Congolais avons conçue. C'est vrai, il y avait un modèle de la constitution américaine qui nous a été proposé par les Nations Unies et tout, mais sinon, c'était une constitution vraiment qui avait toutes ses valeurs, surtout que ça incarnait la volonté du peuple congolais. Malheureusement, cette constitution sera court-circuitée par les coups d'État de Mobutu du 24 novembre 1965. Et c'est le sujet ou la deuxième thématique de notre présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième article. Et ces coups d'État, comme ça a été monté par des militaires, nous l'appelons putsch. Putsch qui est mot allemand, mais francisé depuis, qui signifie coup d'État militaire. Et les militaires au pouvoir sont venus avec deux objectifs, qui étaient de pouvoir tout simplement remettre de l'ordre. Parce que ce qui est vrai, les 5 premières années de l'indépendance de notre pays étaient en réalité presque un échec. C'est que les militaires ont appelé un désordre. Parce que ce qui est vrai, l'armée était la seule institution la mieux disciplinée au pays. Les politiciens, avec chacun de son côté, voulant avoir, c'est pas, de voix pour pouvoir briguer la magistrature ou c'est pas quoi. Ils promettaient tellement des choses, parfois des choses bidons. Hein? Et il y en a qui définissaient l'indépendance comme étant tout simplement la possibilité d'avoir tout gratuitement. Il faut chasser les blancs pour que nous puissions occuper les maisons, je ne sais pas, les bureaux de blancs. En quelque sorte, chercher à réaliser ou à concrétiser ce que Simon Kimbangu promettait aux gens, qu'un jour, le noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Voilà. Mais les militaires ont compris que non, c'était du désordre, il fallait mettre fin à ça. Raison pour laquelle ils ont fait ces coups d'État. Mais nous sommes ici aussi dans un contexte de la guerre froide. Vous voyez, il y a d'un côté les États-Unis d'Amérique qui pilotent le bloc capitaliste et de l'autre côté,
l'URSS qui pilote le bloc communiste. Les deux grandes puissances là ne se battent pas. Ils ne se livrent pas la guerre comme on pouvait s'attendre, sinon ça serait la Troisième Guerre mondiale. Mais ils utilisent leurs pions en Afrique, hein, n'est-ce pas, pour leur besogne, c'est pas en quelque sorte mettre des bâtons dans les roues de l'autre, ou alors tout simplement chercher à détruire les intérêts de l'autre. Et nous étions en quelque sorte les intérêts des États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique s'imposaient à tout moment. Raison pour laquelle ils sont passés par le Belge, le quoi, qui connaissait mieux le pays pour pouvoir imposer Mobutu à la tête du pays. Et vous allez comprendre que tout de suite, avec l'arrivée de Mobutu à la tête du pays, tout va marcher comme hein? Et on aura une monnaie très forte, on aura une constitution, parce que lui aussi va amener sa propre constitution qu'on va appeler la constitution révolutionnaire, qui va galvaniser le peuple et réunifier le pays. On ne connaîtra pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui, des rébellions à gauche, à droite et tout, vous comprenez? Donc, c'est ça les deux éléments importants que je pouvais souligner en ce qui concerne le deuxième article en rapport avec le coup d'État du 24 novembre 1965. Et quel rapport vous établissez entre ces deux situations, la situation entre les RDC, le changement de la constitution fédérale? Aujourd'hui, avec la constitution du 18 février 2006, nous ne voyons pas vraiment ce qui peut nous pousser, parce que ce qui est vrai, pour avoir une nouvelle constitution, on va devoir procéder à la consultation populaire qu'on appelle référendum. Et moi, comme citoyen, pas comme historien tout d'abord, hein, je ne sais pas qu'est-ce que les politiciens vont nous dire pour que je puisse voter oui. Et pourquoi pas voter non. Hein? Mais comme historien, moi, par exemple, je ne vois pas de raison, parce que la constitution actuelle date de 2006. Donc, d'ici 2 ans, du moins une année et demie, parce que nous sommes à la fin de l'année, en février 2026, ça va faire 20 ans. Mais dans le 20 ans, c'est vrai, il y a des choses qui se trouvent dans cette constitution-là que nous n'avons pas encore vues, nous, peuple congolais. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a promis. Et d'ailleurs, la manière dont on a fait campagne pour cette constitution-là, les gens qui sont actuellement au pouvoir, n'est-ce pas, hein, à un moment donné, ont soutenu quand les autres voulaient changer cette constitution. Mais ça étonne que ce soit les mêmes personnes qui puissent dire encore aujourd'hui le contraire de ceux qui nous ont dit hier que cette constitution ne posait pas problème pour pouvoir améliorer les sociales des Congolais, pour pouvoir, n'est-ce pas, renforcer la sécurité ou encore redorer le blason qui était terni avec des rébellions depuis des années 2000, les rébellions du RCD, des rébellions de MLC et tout ce que nous avons connu avant la promulgation de cette constitution. Quel est votre message pour que la constitution de la RDC ne puisse pas toujours cibler les modifications quand il y a des intérêts d'une partie du monde? Oui, c'est ça le travail que nous, historiens, devons faire. C'est ça le travail que nous, historiens, nous devions faire, parce que nous, les historiens, à un moment donné, c'est comme si nous avons lâché prise. C'est vrai, nous avons toujours été accompagnés par nos collègues politologues, mais il y a vraiment du travail à faire. Et le premier travail à faire, c'est celui de faire comprendre tout d'abord à nos étudiants, qui sont bien sûr des cadres de demain. Et parmi ces étudiants, il y en a qui vont diriger de provinces, de ministères et tout. C'est de leur faire comprendre que ce n'est pas avec le changement des chefs d'État qu'on doit aussi changer la Constitution. Non, la Constitution doit demeurer
n'est-ce pas, dans nos esprits comme la volonté, n'est-ce pas, exprimée par un peuple pour pouvoir être dirigé de telle ou de telle manière. Et les chefs de l'État ou le ministre ou c'est pas le gouverneur doivent être là au service de la population. Ils ne doivent pas chercher à nous imposer des lois qui vont aller dans le sens de leurs intérêts à eux. Non, mais ça doit être plutôt le contraire. Nous avons déjà voté pour cette constitution-là en 2006 et nous connaissons tout ce que nous avons voulu avant que cette constitution-là ne soit, n'est-ce pas, promulguée. Et si nous ne voyons pas ces choses se réaliser, c'est à ce moment-là que nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que c'est le problème de la constitution ou le problème des dirigeants? Mais pour le moment, moi je pense que le Congo ne va pas bien, pas à cause de la constitution actuelle, mais plutôt à cause des hommes qui dirigent les pays. Le message simple, c'est celui de chercher à comprendre comment est né notre pays, comment a évolué notre pays et où est-ce que nous pouvons aller avec des tractations, des politiciens, de quoi. Parce que si nous nous mettons nous tous à danser comme les politiciens, à faire des choses comme des politiciens, quand bien même que quand ils sont là, n'est-ce pas, sur leur fauteuil, pouvoir, tout ça, ils ne songent pas beaucoup au peuple. Mais quand ils vont chercher à avoir le pouvoir, ils viennent consulter le peuple. Et parfois, ils nous font danser à leur rythme, à eux, mais nous ne devons pas suivre tout ça. Mais ce que nous devons chercher à faire tout d'abord, peu importe les domaines dans lesquels vous avez évolué, à l'école, c'est pas à l'université, mais cherchez d'abord à savoir comment est né notre pays, comment ce pays a-t-il évolué et comment nous pouvons faire pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un lendemain meilleur. Voilà, c'est ça mon message.